François de Rugy. Bonjour. Vous avez effectivement un long CV, mais aujourd'hui vous êtes juste député La République En Marche. Or, c'est tout frais, vous l'avez annoncé hier soir, vous vous êtes porté candidat à la présidence de ce groupe de La République En Marche qui va être abandonné, on le sait, par Gilles Legendre à la rentrée. Pourquoi vous pris cette décision, François de Rugy ? Le président de la République nous a invités toutes et tous à nous réinventer. Il a lui-même nommé un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre. Et donc je crois que le groupe à l'Assemblée nationale, le groupe majoritaire, doit aussi se réinventer. Et c'est pour cela que j'ai proposé ma candidature aux collègues députés avec mon expérience de l'Assemblée nationale d'abord, mais aussi mon expérience du gouvernement, qui, je le crois, peut être utile au groupe qui, encore une fois, doit aujourd'hui prendre une nouvelle place dans la vie politique française. Il a besoin de se réinventer, il a besoin de trouver une nouvelle place, il a besoin aussi peut-être de retrouver le moral. On sait qu'il y a beaucoup d'états d'âme qui traversent ce groupe LREM. Il n'y a pas eu de défection, mais les députés ont voté pour le gouvernement de Jean Castex, le vote de confiance, mais il y a eu ces dernières semaines des défections. Comment vous allez faire pour redonner du sens, alors qu'on sait bien que tout se décide ou presque à l'Élysée depuis 3 ans ? Moi, je ressens avec mes collègues députés beaucoup de détermination pour être utile dans les 600 jours qui viennent. Nous voulons vraiment que ces 600 jours soient 600 jours utiles pour le pays, d'abord pour faire face à la crise qui est exceptionnelle, qui est sans précédent que nous vivons aujourd'hui. On commence à en voir les conséquences économiques, on sait qu'il y aura des conséquences sociales, nous savons qu'il y a par ailleurs les défis environnementaux à relever, évidemment toujours les problèmes de sécurité à traiter. Les députés de la majorité sont ancrés sur tous les territoires de France. Nous sommes le groupe qui a la plus grande diversité territoriale. Et derrière cette diversité, il y a la diversité des Français. Oui. Et nous faisons remonter la voix des Français à l'Assemblée nationale, j'ai envie de dire face au pouvoir national qui est incarné par le président et le gouvernement. Mais vous parlez des 600 jours. Est-ce que dans les 900 qui ont précédé, vous avez trouvé que le groupe de La République En Marche jouait ce rôle d'aiguillon et donnait des pistes au gouvernement, alors que j'y reviens, on a plutôt le sentiment que tout se décide du côté de l'exécutif? Les députés de la majorité, depuis 3 ans, ont énormément travaillé sur beaucoup de sujets difficiles. D'ailleurs, les députés de la majorité ont été souvent soumis à rude épreuve. Par ailleurs, lors du confinement et du déconfinement, les députés ont fait beaucoup remonter de réalités de terrain. Les entreprises, par exemple, qui avaient besoin d'aide, le gouvernement avait fait des dispositifs qui ont été très utiles, mais il fallait les aménager. C'est grâce à l'action des députés que nous avons pu le faire. Et donc, dans ces 600 jours qui restent, nous allons être les porte-voix des réalités de terrain. Le Premier ministre a souhaité s'appuyer sur les réalités vécues par les Français. Donc, il y a quand même des choses Ce sont les députés qui seront les meilleurs capteurs du terrain. Il y a quand même des choses à changer, sinon vous ne seriez pas candidat. Oui, il y a sans aucun doute le fait que le groupe soit davantage un partenaire du gouvernement. Moi, je parle de coproduction des lois, coproduction des budgets. Nous allons le faire ensemble. Où est la traduction de la forte poussée écologiste que l'on a vue dans les élections municipales? Est-ce que la nomination de votre amie Barbara Pompili à la transition écologique va suffire à traduire en actes ce changement? On parle de 20 milliards mis sur la table, mais en même temps, il y a un plan colossal pour l'automobile et l'aéronautique, qui sont des industries polluantes. Comment on s'y retrouve ? Comme vous le savez, moi, je n'ai pas attendu les élections municipales pour découvrir l'écologie. Nous avons beaucoup fait, d'ailleurs, depuis 3 ans. Quand je vois que nous avons fermé, c'est moi qui l'ai fait, les 4 centrales à charbon qui vont toutes être fermées en France d'ici 2022. Aucun autre pays n'a fait cela pour la production d'électricité, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons commencé à accélérer le passage à la voiture électrique. Et donc, vous parlez de l'automobile, ça fera partie du plan de relance d'avoir ces investissements verts, ces investissements écologiques pour également les énergies renouvelables. Pour le quotidien des Français, l'isolation des logements, le président de la République en a parlé le 14 juillet, le Premier ministre en a parlé dans sa déclaration de politique générale. Ça, c'est l'écologie du quotidien qui donne des résultats concrets. Mais il y a... est-ce que votre ministère, je dis votre parce que vous avez été titulaire de ce poste, est-ce que ce ministère de la transition écologique, il n'est pas un peu maudit? 4 titulaires en 3 ans, vous-même, précédemment Nicolas Hulot, puis Madame Elisabeth Borne, aujourd'hui Barbara Pompili. Comment on mène une politique cohérente avec autant de changements? Il y a beaucoup de continuité dans l'action, au-delà des personnes. Vous savez, Barbara Pompili, je trouve qu'elle était toute destinée pour être ministre de l'écologie, d'abord parce qu'elle a des convictions écologiques chevillées au corps depuis toujours. Elle a été elle-même déjà secrétaire d'État dans un précédent gouvernement, à la biodiversité. Elle a été présidente de la Commission du développement durable à l'Assemblée nationale pendant 3 ans.
un bel exemple d'ailleurs de passage de l'Assemblée au gouvernement et de travail en commun entre les députés et les ministres. Et elle va poursuivre cette action en faveur de l'écologie. Mais c'est pas gênant qu'il y ait autant de changements de patrons de la politique écologique menée en France. Ce sont des choses qui arrivent, y compris pour des raisons parfois tout à fait extérieures à la politique menée au ministère de l'écologie. Vous parlez de résultats. L'économie française, elle veut être décarbonée, la plus décarbonée d'Europe, dit Jean Castex. Or, en 2019, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé, certes, mais de 1%. Comme en 2018. Alors que l'objectif, c'est plutôt 2,3%. On est encore loin des objectifs des accords de Paris. Oui, mais ce qui compte, c'est quand même d'être engagé dans cette trajectoire. Vous avez beaucoup de pays au monde dont les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter. Nous, la France, nous avons une production d'électricité qui est l'une des moins émettrices de gaz à effet de serre d'Europe. Est-ce qu'il faut poursuivre ou non l'énergie nucléaire en France avec le débat ressurgit? Est-ce qu'il faut continuer à fermer les centrales, comme on l'a fait avec Fessenheim, décision du précédent gouvernement de François Hollande? Il faut poursuivre ce que nous faisons depuis 3 ans, c'est-à-dire équilibrer, avoir en France marché sur 2 pieds. Les énergies renouvelables et le nucléaire. Nous avons le nucléaire en France, qui est historiquement une part très importante dans la production d'électricité. Et qu'il faut maintenir. Ce qui pose des problèmes, vous le savez, avec les déchets nucléaires, qu'il faudra d'ailleurs régler, ces problèmes. Et puis par ailleurs, il y a les énergies renouvelables qui se développent partout dans le monde. C'est une industrie, c'est pas simplement produire de l'électricité de façon renouvelable, c'est derrière des emplois industriels, à Cherbourg, à Saint-Nazaire, dans des entreprises industrielles. Vous savez, le président de la République a dit, c'est aussi par l'écologie que nous allons redévelopper l'industrie dans notre pays. Vous êtes un écologiste et vous dites qu'il faut poursuivre le nucléaire. Il faut cette complémentarité et cet équilibre. Quand on parle de l'hydrogène aussi, l'hydrogène, c'est typiquement un investissement d'avenir pour l'écologie. Bien, on peut en produire ou avec le nucléaire ou avec le renouvelable. Dans les 2 cas, c'est de l'hydrogène vert. Il nous reste 2 minutes. Monsieur de Rugy, est-ce que vous êtes solidaire de Gérald Darmanin? Le nouveau ministre de l'Intérieur s'estime victime d'une chasse à l'homme alors qu'il est visé par une enquête dans le cadre d'une enquête pour viol. Ce qui est sûr, c'est que Gérald Darmanin a fait l'objet d'une plainte. Cette plainte, elle n'a pas été étouffée. Il y a eu une enquête, une première enquête, classement sans suite. La plaignante a fait appel de cette décision. Deuxième enquête avec un juge d'instruction qui a amené à un non-lieu, une décision de non-lieu. Donc 2 décisions qui ont considéré que l'accusation n'était pas fondée. C'est le fonctionnement de la justice et c'est important dans toutes les affaires qu'il y ait la prise en compte de la parole des plaignantes et notamment des femmes et qu'il y ait aussi le bon fonctionnement de la justice. Quand vous, monsieur de Rugy, vous avez démissionné il y a 1 an suite aux révélations de Mediapart sur les dîners que vous aviez organisés à l'Assemblée nationale. Vous aviez parlé de lynchage médiatique. Vous maintenez ces propos. Vous avez aussi parlé d'imprudence de votre part. J'ai fait des erreurs, j'ai payé pour ces erreurs, j'ai fait primer l'intérêt collectif du président, du gouvernement, de la majorité en prenant du recul, en démissionnant, en me mettant en retrait. Aujourd'hui, je suis aussi dans une démarche collective en étant candidat à la présidence du groupe à l'Assemblée nationale. C'est ce qui me paraît le plus important. Et en effet, avec le recul, avec le temps, je crois que parfois l'emballement médiatique paraît un peu décalé avec la réalité. Mais cette affaire des homards, comme on dit, pour la photo qui a paru à l'époque, est-ce qu'elle ne vous colle pas à la peau aujourd'hui et elle ne handicape pas votre souhait de revenir au premier plan dans la vie politique? Encore une fois, moi j'ai dit ce qu'il en était. Cela fait maintenant plus d'1 an. Je crois que, encore une fois, chacun jugera du décalage entre des erreurs qui ont pu être commises, que j'ai reconnues, que j'ai payées, et d'un autre côté, la réalité. Et la réalité, par exemple, à l'Assemblée nationale, c'est que moi j'avais réduit le train de vie de l'Assemblée nationale. Et ça, aucun symbole ne peut écraser totalement cette réalité qui, elle, est durable. Eh bien, vous entendu. Merci beaucoup, François de Rugy. Bonne journée. Candidat donc à la présidence du groupe de l'Assemblée nationale de La République En Marche. Damien, c'est la suite de Télématin avec vous. Merci, messieurs. Merci, bonne journée à tous.